Présence à ce webinaire, manager les personnalités difficiles et toxiques. Je vais tout de suite vous demander de me confirmer que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien grâce à la cellule de chat. Voilà, super. Merci Laurence, merci à tous, merci Pierre, Christelle. Voilà, je ne peux pas tous vous citer. En tout cas, merci beaucoup pour cette confirmation. Bien, alors, nous sommes ensemble jusque 13h45. Éventuellement, si je digresse dans plein de détails, ça pourra nous amener jusqu'à 14h, en fonction de vos questions également. Mais normalement, nous terminons à 13h45. Donc, je vais vous inviter à prendre une toute petite minute pour vous mettre à l'aise, couper les sources de distraction. Parce que vous allez voir que j'ai fait le choix d'un contenu assez dense, qui parfois interpelle aussi, suscite des réactions. Donc, je vous invite à vous offrir cette disponibilité pour en tirer le plus d'avantages pour vous. Alors, ce que j'aimerais tout de suite, quand même, c'est je pourrais peut-être pas lire toutes les réponses, mais j'aimerais beaucoup qu'une majorité d'entre vous me disent quelle est sa fonction, hein, ce que vous faites et ce qui vous amène. Quel est le problème numéro un en lien avec ce sujet auquel vous êtes actuellement confrontés. Jérôme, comme Honoré, comme tous les participants, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre dans le même message ce que vous faites et le problème auquel vous êtes confrontés, pour que j'ai pas à reconstituer les choses. Alors, Boussouf, alors je pense que parfois j'ai des noms de famille, je suis désolée, je vais citer en fonction du nom que je vois. Le problème qui ne veulent pas ou ne s'impliquent pas dans les tâches qui leur incombent. N'hésitez pas à rédiger vraiment les situations que vous rencontrez, car plus ce sera rédigé, plus ce sera clair pour moi et plus je pourrai réagir et adapter mon webinar de façon pertinente. Bien. Donc gestionnaire recrutement développement RH, gestionnaire projet. Donc là, j'ai vos fonctions, coach, chef de service. Donc Isabelle, que j'ai le grand plaisir de connaître. Et Isabelle, donc tu es confrontée, comme tout un chacun, à des personnalités complexes, voire toxiques. Très bien. Des collaborateurs de même niveau hiérarchique, manipulateurs, non collaborants, n'hésitez pas une fois de plus, hein, Marianne et tous les autres à vraiment rédiger, même si ça vous prend 1 minute ou 2. Ça me permet moi de mieux comprendre vraiment cette situation. Je cherche à mieux découvrir les personnalités, à mieux interagir avec les différentes personnalités. D'accord. Priscilla, manager et personne toxique. C'est un peu court pour que j'adapte mon webinar. N'hésitez pas à vraiment me rajouter des éléments d'information. À identifier les niveaux de toxicité, Eric, nous allons en parler. D'accord. OK. Bon. Directrice d'atelier de maison d'art, problème rencontré, des personnes qui n'acceptent pas les règles. OK. Manager d'équipe, coach, problème, personnalité ayant des priorités et des valeurs différentes. Bon. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes à la bonne adresse. Gestion des conflits entre 2 personnes, plus de dialogue, critique de l'un sur l'autre, ne respecte pas les consignes, irrespect de l'un et de l'autre. Écoutez, je pense que vous êtes à la bonne adresse. Je vais avancer parce que, comme je vous l'ai dit, le contenu est très dense. Je préfère vous dire par avance que je vous invite à réagir tout au long du webinaire par rapport à ce que je vous décris, par rapport à ce que je vous dis. Si toutefois ce que je vous dis n'est pas clair, si ça suscite des questions, si vous souhaitez des approfondissements, à ce moment-là, vraiment réagissez dans la cellule de chat et je me ferai un plaisir de vous répondre.
Concernant, vos situations plus personnelles, on pourra rentrer dans le vif du sujet, de vos cas, plutôt en toute fin de webinaire si toutefois, j'ai le temps, hein. Ça dépendra de justement de comment j'aurais réagi à vos questions tout au long du webinaire. Hem, je vais, tout de suite, vous informer que, donc les personnes qui, parmi vous, sont dans leur entreprise en responsabilité sur ces sujets, donc généralement, il s'agit des managers, des dirigeants, et des membres des ressources humaines. Donc là, je vais m'adresser spécifiquement à ceux qui, parmi vous, sont, RH ou managers. Si vous êtes actuellement confronté à des problématiques, qui vous questionnent, qui vous posent problème, donc en lien avec les personnalités difficiles, je vous invite à réserver un rendez-vous avec moi. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton orange situé en haut de mon diaporama, sur lequel est noté, «Contacter Stéphanie». Donc ça vous permettra d'accéder directement à mon agenda et de réserver un créneau de 30 minutes, pour qu'on puisse, échanger sur votre situation et ensemble identifier, des, pistes de solutions. Je suis certaine que vous comprendrez que je ne peux offrir ce rendez-vous que, à certains d'entre vous. Et pour autant, toutes les personnes qui se sont inscrites et qui sont là, sont naturellement les bienvenues. Voilà. J'ai une question, est-ce que ce webinaire, il sera enregistré? Oui, il est enregistré. Je ne sais pas, encore si je le mettrai en replay ou pas. Mais en tout cas, c'est fort probable que je le mette en replay sur ma chaîne, YouTube. Voilà, donc j'avance, le contenu est dense, donc j'avance, je vais me présenter rapidement, rassurez-vous. Alors, donc moi, je m'appelle Stéphanie Roels, ça, vous le savez déjà. Pour vous décrire les grandes étapes de mon parcours, hein, j'ai une première partie de mon parcours dans les ressources humaines où j'ai, assuré des responsabilités essentiellement liées, au recrutement, la gestion des carrières, la détection et l'accompagnement, le développement, des collaborateurs, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui, le talent management, sur des périmètres France et internationaux et essentiellement pour des grands groupes. Hein, donc j'ai travaillé sur ces thématiques, pendant un peu plus de 7 ans et puis, il y a 17 ans maintenant, j'ai créé mon activité. Donc j'ai créé mon cabinet dans lequel je suis actuellement. Donc vous pouvez voir derrière, où j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir, mes, coachés. Donc j'ai créé mon activité de coaching, et au départ, aussi d'outplacement et un petit peu de formation, enfin essentiellement du coaching individuel, et j'ai développé au fur et à mesure de ces 17 années, plusieurs expertises. La première, en confiance en soi et leadership, hein, parce que c'est quand même très souvent là que le bas blesse, comme on dit. C'est quand même, une problématique, la confiance en soi qui est quand même sous-jacente à presque toutes les autres, en réalité. Donc ça me paraissait, clé de pouvoir, diagnostiquer la problématique de mes clients et les accompagner avec des outils, puissants, réellement efficaces sur du long terme. Donc ce qui m'a amené à créer une méthode que j'ai appelée la méthode Envol. Pour la petite histoire, Envol, c'est l'acronyme de, être naturel, vrai, ouvert et libre. Ensuite, j'ai créé une autre, méthode pour travailler sur son leadership et son charisme. C'était un peu le niveau 2, post, travail sur la confiance en soi, que j'ai appelé, la méthode éveil. Et pour la petite histoire, éveil, c'est l'acronyme de entreprenant, visionnaire, enthousiaste, intègre et libre. Voilà. On s'amuse comme on peut. Moi, j'ai trouvé ces acronymes qui m'ont bien plu. Et puis, plus tard, j'ai beaucoup travaillé, depuis une dizaine d'années sur, les
des cas de harcèlement, des cas de relations toxiques, des cas, voilà, qui m'ont interpellée, ce qui m'a amené à beaucoup, me renseigner sur ces situations et ce qui m'a progressivement amené à m'intéresser au cas des personnalités difficiles et toxiques, pour en développer une expertise. Et ce qui a donné lieu à la création d'un autre programme d'accompagnement que j'ai appelé Self Défense, qui permet d'acquérir des techniques, ou en tout cas déjà un mindset, un état d'esprit des personnes, les plus indéstabilisables et les plus invulnérables et immanipulables, et qui permet également de se doter de savoir-faire relationnel pour faire face à des attitudes dites négatives, mauvaise foi, agressivité, déni, mépris, et cetera, de façon à, s'en protéger. Voilà. Et puis, plus récemment, je me suis beaucoup investie sur le sujet de la résilience et de la force mentale qui, permet aux leaders, hein, de traverser leur vie, professionnelle avec plus de bien-être, de sérénité et d'efficacité, quelles que soient, heu, les perturbations, qui peuvent se produire. Mais vous comprendrez, je pense que, finalement, dans la force mentale, on va retrouver du travail sur de la confiance en soi, on va retrouver du travail, sur, comment je me protège, psychologiquement, comment je maintiens ma stabilité émotionnelle, comment je fais face à des personnalités difficiles ou toxiques. Donc, ces expertises ne sont pas, indépendantes, les unes des autres. Voilà, donc ça c'est pour, moi, et aujourd'hui à 90 de mon temps, j'interviens sur du coaching individuel, de managers et dirigeants et puis de façon, plus ponctuelle sur des ateliers et du coaching collectif. Voilà, et puis un peu d'outplacement, j'ai mis conférencière parce qu'effectivement il m'est arrivé de faire un certain nombre de conférences sur le sujet des personnalités difficiles et toxiques. Voilà pour ma part, je vous embête pas plus longtemps, et donc on va maintenant rentrer, dans le vif du sujet. Alors, aimeriez-vous mieux comprendre vos collaborateurs, difficiles? Savoir anticiper certaines de leurs réactions. Cerner ce que vous pouvez en attendre. Savoir adapter votre communication pour gagner en impact. Eh bien, si c'est le cas, vous n'êtes pas, le seul ou la seule, car, sachez que, 20 à 25 des managers présentent un trouble de la personnalité. Alors, je vais m'expliquer tout de suite sur ce que je suis en train de vous raconter. Lorsque nous parlons de personnalités, difficiles, nous parlons en réalité de personnes qui ont un trouble de la personnalité, heu, tout simplement. Le trouble de la personnalité, c'est quoi? C'est une personnalité qui, est, on comment dirais-je? Il y a plusieurs critères, hein, qui permettent de considérer que quelqu'un présente un trouble de la personnalité. Le premier critère, c'est le critère de la souffrance. Pour la personne, dans la majorité des troubles de la personnalité, pour les autres, dans la totalité des troubles de la personnalité. Ce sont des caractéristiques stables du fonctionnement de la personne, de son fonctionnement émotionnel, mental et relationnel. Donc c'est stable dans le temps, hein. Quelqu'un qui va développer un trouble de la personnalité lorsqu'elle va, lorsque la personne atteint l'adolescence et vraiment, construit et manifeste sa personnalité, elle va garder ce trouble de personnalité toute sa vie. Voilà. Donc voilà quelques éléments de repère pour vous évoquer ce qu'on appelle un trouble de la personnalité. Heu, il y a une étude célèbre qui a été menée en 2013. Il y a très peu des études, sur ce sujet, mais en tout cas cette étude-là a permis d'identifier que même si dans la population générale, vous aurez à peu près 15 des personnes qui présentent un trouble de la personnalité, eh bien, ce taux va monter à 20 à 25 lorsqu'on parle des managers. C'est intéressant.
Donc, il y a effectivement plus de troubles de la personnalité chez les managers que dans la population générale. Bon, je comprends que ça puisse, surprendre, interpeller, mais, c'est comme ça. Et forcément, ce sont des personnalités avec lesquelles il est plus difficile, de communiquer, il est plus difficile de composer avec ces personnalités-là. Une autre chose que j'ai envie de préciser, hein, c'est que, quand on parle des personnalités difficiles, je pense que quelque chose qui est important de préciser, c'est qu'on présente tous une personnalité, difficile à certains moments. Lorsqu'on est en colère, lorsque l'on est, stressé, déprimé, fatigué, hem, pour plein de raisons, eh bien, on va, présenter un trouble de la personnalité, pas un trouble de la personnalité, pardon, on va avoir une personnalité difficile. On peut être irascible, réactif, un petit peu parano, voilà. Mais si vous voulez, ça va rentrer dans l'ordre lorsqu'on va recouvrer, notre sérénité intérieure, ce qui est malheureusement pas le cas pour les personnes qui sont atteintes d'un trouble de la personnalité. Voilà. Une fois de plus, si je vous dis quoi que ce soit qui n'est pas clair, vous n'hésitez pas à me questionner dans la cellule, de chat, hein. Je suis à votre service et ce que je souhaite, c'est que vous puissiez ressortir de ce webinaire avec, des informations utiles pour vous. Donc, n'hésitez pas à me questionner. Alors quand on manage, des personnalités difficiles, eh bien, il y a un certain nombre de risques, hein, qui se présentent. Alors c'est pas politiquement correct de le dire, mais je vais le dire quand même. Quand on manage des personnalités difficiles, on risque notamment de se surfocaliser sur ces personnes-là, donc sur cette personne-là, je mets au singulier, aux dépens des autres. Et puis on risque également de se sentir démuni et de perdre confiance en soi, hein. Moi, j'ai beaucoup de managers dans mon cabinet, heu, qui se remettent énormément en question, qui se pensent mauvais managers, qui se pensent en échec, qui se pensent, et du coup qui se remettent en question et qui perdent en confiance en eux. Pourquoi? Bah, parce que, ils se trouvent incompétents à manager ces personnes-là. Or, bah, ils ne se rendent pas compte qu'on ne peut pas déjà les manager comme on manage les autres et on ne peut pas en attendre non plus, la même chose. Donc, c'est tout l'intérêt de connaître, les sujets dont je vais parler aujourd'hui. Plus globalement, hein, dans un service, quelqu'un qui présente un trouble de la personnalité va, générer, des risques psychosociaux, parfois du turnover, parfois de l'absentéisme, selon la nature du trouble, hein, et on va revenir, sur ce sujet. Évidemment, je vais rentrer dans le détail de type de personnalité dans un instant. Ça impacte naturellement la performance globale. Il faut aussi pas perdre de vue que ça impacte, malheureusement très négativement, l'image, des, dirigeants en responsabilité ainsi que des RH. C'est parfois très injuste parce que les dirigeants, comme les RH, sont, des personnes, comme vous et moi et qui sont pas forcément, plus avisés, sur ces profils-là, que les autres. Donc qui sont aussi tout à fait, parfois, démunis à savoir, comment, gérer ces situations, particulièrement complexes. Mais effectivement, on attend, des dirigeants en responsabilité, on attend des RH, qu'ils prennent en main des situations, toxiques, délétères, complexes et qu'ils apportent des solutions, mais ils ne sont pas forcément équipés pour le faire et donc ça impacte malheureusement, très négativement leur image. Heu donc ça les discrédite et voilà, donc ça c'est un risque, et pas des moindres, et bien sûr, il y a un risque sur la marque employeur à l'extérieur, hein, parce que, voilà, on est à une époque où, l'irréputation, heu, bah, on peut plus, cloisonner, ce qui se passe dans une entreprise à l'intérieur des murs d'une entreprise, hein, donc il y a des risques également à ce niveau-là. Quand on veut attirer les talents, faut faire très attention, à sa marque employeur, à son e-réputation. Voilà. Alors que adresser ces situations avec
efficacité, réactivité, efficacité, hein. Quand je dis ces situations, c'est des situations qui impliquent des personnalités difficiles et qui induisent, des relations complexes, des conflits, voire des relations, toxiques. Et bien lorsqu'on sait, diagnostiquer ces situations, quand on sait, ce qui se joue réellement, et bien on va savoir amener des solutions, adaptées, efficaces, et bien sûr, ben, on a tous les effets inverses de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire ça participe à un climat social, serein, à la confiance des salariés, dans leur hiérarchie et dans leur RH. Ça protège la marque employeur ainsi que, la performance, globale. Alors, objectif de ce webinaire, on va voir 3 sujets là maintenant. On va voir quel type de personnalité. Je vais vous décrire 4 types de personnalités, qui sont les plus difficiles et toxiques dans l'entreprise. On va voir comment adapter votre communication pour sortir des situations de blocage et faciliter la collaboration selon les types de personnalités. Et enfin, comment retrouver votre bien-être et votre efficacité, ainsi que le bien-être et l'efficacité de vos collaborateurs. Hein, donc c'est vraiment tout ce qu'on va voir aujourd'hui qui est très orienté pour les managers, dirigeants et RH en responsabilité. Et on commence par ces 2 premiers points. Je vois que vous êtes toujours là, donc je ne m'inquiète pas sur le fait que vous m'entendez. Si vous pouvez juste me le confirmer. Très bien, merci beaucoup. Alors, super, merci Cyril. Donc les 2 premiers points, merci à tous. Mieux comprendre les 4 types de personnalités les plus difficiles en entreprise. J'ai vraiment envie déjà de vous dire un mot sur cette phrase-là. Vous avez, dans la population générale, un certain nombre de troubles de la personnalité. Hein, selon les pays, on n'en dénombre pas le même, il n'y a pas le même nombre, mais en Europe, par exemple, on va identifier 11 troubles de la personnalité en population générale, ce qui représente à peu près 14% de la population générale. Parmi ces troubles de la personnalité, certains peuvent accéder à l'entreprise, d'autres auront des difficultés à y accéder de façon stable. Parmi ceux qui accèdent de façon stable au monde de l'entreprise, hein, donc qui peuvent avoir un emploi stable, vous en avez certains qui sont évolutifs et certains qui auront beaucoup de mal à évoluer dans la hiérarchie. D'accord? Si par exemple vous avez une personnalité extrêmement explosive, impulsive, colérique, vous imaginez bien que vous n'allez pas faire une grande carrière. C'est pas possible. Quelle que soit votre intelligence, hein, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le trouble de la personnalité. Donc, parmi ceux qui peuvent faire carrière dans l'organisation et à tous les niveaux, il y en a une partie. Voilà, il y a une partie des personnes qui présentent un trouble de la personnalité et qui peuvent faire carrière dans l'organisation et qu'on va retrouver à tous les niveaux de l'organisation. Et parmi ceux-là, j'ai choisi de vous présenter les 4 profils les plus difficiles, c'est-à-dire les plus toxiques. Donc, les profils dont nous allons parler sont des personnes que vous allez retrouver à tous les niveaux de la hiérarchie. Certains même sont surreprésentés sur les plus hauts niveaux de la hiérarchie, j'en parlerai. Donc, vous allez les retrouver à tous les niveaux de la hiérarchie dans l'entreprise. Et vous allez voir, je vais vous les présenter par ordre de toxicité, du moins toxique au plus toxique. Voilà. Alors, le premier dont je vais vous parler, vous avez vu, j'ai mis le petit sigle toxicité là. Merci de rappeler que le savoir-être est un des piliers de l'accès aux postes managériaux. Bah oui, mais Eric, oui, vous avez entièrement raison, mais vous allez voir, certains de ces profils-là, s'ils accèdent au plus haut niveau de la hiérarchie, c'est qu'ils ont également des atouts dans leur personnalité. Ils n'ont pas que des défauts, évidemment, sinon ils ne feraient pas carrière. Donc, on va en parler. Je rentre dans le vif du sujet. Alors, le premier que j'ai appelé le perfectionniste,
Donc j'ai mis 1 degré de toxicité, hein, vous allez voir, ça va de 1 à 4. Hem, Ça correspond à ce qu'on appelle le trouble de la personnalité anancastique, qui, représente, environ 11,6 des managers. Je dis environ, même si le chiffre paraît bien précis, parce que l'étude date, déjà de 2013 et il n'y en a pas eu de plus récente. Et que très honnêtement, c'est vraiment, des sujets sur lesquels on a du mal à avoir des statistiques ultra fiables. Mais au moins ça vous donne un ordre d'idée. Le perfectionniste est donc par définition quelqu'un de très perfectionniste, c'est-à-dire qui va, être très focalisé sur les détails, sur les règles, sur l'organisation, sur les plans, quitte à perdre de vue la finalité de son action. C'est pas vraiment qu'il la perd de vue, mais qu'il va pas suffisamment aligner, ses actions sur la finalité, sur l'objectif, hein. Comme on dit, il est pas assez orienté résultat. Ce qui va être vraiment à parfois pinailler, on va dire, sur des détails, qui n'ont pas suffisamment de valeur ajoutée, par rapport à ce qu'on attend de lui. C'est quelqu'un d'extrêmement, dévoué, donc c'est quelqu'un qui s'engage beaucoup dans son travail, qui peut, d'ailleurs, qui peut travailler énormément, trop. Donc on a quand même quelqu'un qui est assez, prédisposé au burn-out, c'est-à-dire qui, en cas de charge forte et soutenue, peut se mettre lui-même en danger. C'est quelqu'un, de très rigide, c'est-à-dire que vous aurez beaucoup de mal à le faire, fonctionner, autrement que ce qui fonctionne. Donc ça, c'est vrai pour à peu près tous les troubles de la personnalité, mais lui, il est très rigide, si vous voulez, dans tout ce qui est lié, aux méthodes, aux procédures et aussi aux questions de valeurs, de principes, et dans ses opinions. Et c'est quelqu'un qui, vis-à-vis de ses collaborateurs, se montrera autoritaire, et surcontrôlant, hein. Donc voilà. Mais il y a effectivement un degré de toxicité parce que c'est même si c'est quelqu'un qui va surcontrôler, mettre une chape de plomb, enfin vraiment, il faudra fonctionner comme lui il le pense pour que ce soit bien. Pour autant, ce n'est pas quelqu'un, généralement de mal intentionné, pas du tout. Alors comment, on, manage une personnalité, perfectionniste? C'est quelqu'un dont il faut vraiment lui permettre de planifier, d'organiser son travail à sa façon. Il faut lui éviter les changements de planning, il faut lui éviter les urgences, il faut pas lui demander des choses à la dernière minute, il faut le laisser, vraiment maîtriser son environnement, et lui permettre d'anticiper aussi les choses. Ça, c'est très important. Il faut être fiable et rigoureux, hein, donc il faut être ponctuel, faire ce que vous avez dit que vous ferez, et de façon, rigoureuse. C'est quelqu'un qui sera sensible à vos marques de reconnaissance pour la qualité de son travail, pour son expertise, pour son engagement. Et c'est quelqu'un, dont je vous invite à respecter la zone de confort. Inutile de chercher à le développer professionnellement en l'associant à des missions, qui, nécessiteraient de la créativité, de l'agilité, de la capacité d'adaptation. C'est pas sa zone de confort et il sera jamais à l'aise et performant heu, dans ces activités-là. Donc voilà pour le perfectionniste. Alors je vais vous parler maintenant du roi. Vous avez vu, j'ai mis un petit sigle, 2e sigle, degré 2 de toxicité et je vais vous expliquer pourquoi. Heu, alors là, ça correspond à ce qu'on appelle le trouble de la personnalité narcissique et si je voulais être vraiment très rigoureuse, scientifiquement, je vous dirais que ça correspond à un des troubles de la personnalité narcissique, car ces 10 dernières années, enfin, je dirais plutôt ces 20 dernières années, il y a une explosion des troubles narcissiques, donc il y en a une petite palette. Là, on parle de ce qu'on appelle la personnalité narcissique dite, grandiose. Donc ce sont des personnes qui sont arrogantes, elles se croient très clairement supérieures aux autres, plus talentueuses, elles s'accordent plus de valeur qu'elles n'accordent aux autres.
Donc d'ailleurs, elles ne veulent fréquenter que des personnes de leur, niveau. Et elles considèrent qu'elles n'ont pas à s'astreindre aux mêmes, règles et aux mêmes principes que les autres, hein. C'est quelqu'un qui va pas forcément suivre, les procédures que vous leur, communiquez, en tant que manager ou en tant que RH, parce qu'eux, ça s'applique pas à eux. C'est quelqu'un qui est, le roi, pardon, c'est un mégalomane, c'est-à-dire c'est des gens qui sont habités par des fantasmes de réalisation, grandiose. Hem, donc ils ont une ambition qui dépasse clairement, leurs capacités. Et d'ailleurs, ils pensent qu'ils peuvent, réussir, en s'appuyant sur leur, génie naturel, et ils ne se soucient pas forcément, d'aller, appuyer leur raisonnement sur des données, factuelles, et logiques, hein. Donc ils suivent leur instinct, mais qui est pas forcément, enfin, il y a aucune raison que leur instinct soit meilleur, que ceux de n'importe qui. Donc c'est ça le problème. C'est un être manipulateur, hein, le roi, donc il va, utiliser les autres pour, servir ses intérêts, son prestige, sa visibilité, et cetera. Et il manque d'empathie, donc il a pas ou peu d'empathie. C'est essentiellement cet aspect-là qui, induit de la toxicité. D'accord? C'est parce que c'est quelqu'un qui ne prendra pas en compte les émotions des autres, les besoins des autres. Il va faire semblant, mais il n'en tient pas réellement compte. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui est utile pour lui. Et donc, comme tout à chacun, on attend toujours un peu de reconnaissance, un peu de validation, un peu, ce sentiment d'exister dans la relation en tant que personne. Et quand on est, dans une relation avec cet individu-là, il y a une partie de nous qui sent que, heu, bah, il reconnaît pas l'autre comme un individu à part entière, donc toute sa complexité, sa sensibilité et cetera, parce que ça l'intéresse pas, en fait, tout simplement. Et la seule et unique personne qui l'intéresse réellement, c'est lui-même. Voilà. Hem, pour le roi, alors comment on manage le roi? Alors comme c'est quelqu'un qui, passe au-dessus des règles, parce qu'elles ne s'appliquent pas à lui, comme, il fait les choses un peu comme il l'entend. C'est quelqu'un, vis-à-vis duquel il faut savoir vraiment poser ses limites. Il faut également savoir poser ses limites parce que c'est un manipulateur et donc il va chercher à, abuser un peu, de votre bienveillance, de votre gentillesse, de votre engagement professionnel, il va tout le temps, chercher à vous pousser à abuser, tout simplement. Donc ça peut être aussi, à vous intimider, à vous flatter, à vous séduire. Donc tous les moyens sont bons, pour, vous utiliser. Donc charge à vous, de savoir poser vos limites, d'affirmer votre cadre d'exercice. Montrez votre sincère reconnaissance, hein, chaque fois que c'est possible, parce que ça le nourrit. Donc c'est le carburant quand même dont il a besoin pour être performant et ne faites que les critiques strictement nécessaires et choisissez d'être, très factuel. Voilà. Là, on va rentrer sur un niveau de toxicité, qui commence à être, vraiment, vraiment, vraiment problématique, avec le méfiant. Le méfiant, ça correspond donc au trouble de la personnalité paranoïaque, hem qui touche, environ, une fois de plus, j'insiste sur environ, j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi, 7,3 des managers. Alors lui, c'est vraiment quelqu'un que vous retrouvez à tous les niveaux de la hiérarchie, voire plus vous montez dans la hiérarchie, plus vous en aurez. Alors le méfiant, c'est quelqu'un qui est soupçonneux, hein, bien sûr, il doute de la loyauté des autres, il ne leur fait pas confiance, comme il est secret, isolé, il veut tout faire par lui-même, il va pas, chercher les conseils de ses collègues lorsqu'il est en difficulté. C'est aussi quelqu'un qui va isoler son équipe, en fait, des autres équipes.
Souvent, ce que j'ai entendu, de mes coachés, c'est qu'un méfiant qui est manager, il va parfois même interdire aux gens de son équipe d'échanger avec des gens de telle ou telle autre équipe. Donc il veut vraiment tout contrôler, son périmètre. Son équipe, c'est lui, hein, c'est assez identitaire. C'est son territoire, hein. Ce sont des gens qui sont sur une logique de territoire. Donc ils sont très contrôlants pour cette raison-là. Sont des personnes qui sont très orgueilleuses, qui considèrent qu'ils ne sont pas traités à leur juste valeur la plupart du temps, ce qui les agace profondément, ce qui peut les rendre colériques et haineux. Et ils sont très rigides, en particulier lorsqu'ils sont offusqués, où là, ça peut les rendre très rigides, très procéduriers. Hein, vous verrez des très longs mails, des grandes tirades, mais surtout des très longs mails avec des textes de loi, avec un rappel à la loi, un rappel aux règles. Il veut vous remettre dans le rang, hein, quand même, celui-ci. Fausseté de jugement, et c'est là aussi une des vraies raisons de sa toxicité, c'est que c'est quelqu'un qui interprète de façon erronée des événements anodins. Et il y a un moment donné, ça vous met le bazar dans votre tête. Parce que comme ça peut être quelqu'un d'extrêmement intelligent, comme ça peut être quelqu'un qui a une logique d'apparence, apparemment il peut paraître très logique. Eh bien, à un moment donné, vous êtes troublé quand vous discutez avec lui parce que vous ne savez plus quel est le vrai du faux. Vous avez du mal à distinguer et vous pouvez même rentrer dans son délire. Et c'est là où ce sont des gens qui peuvent être toxiques. Ce sont aussi des gens toxiques parce qu'ils dégagent quand même une malveillance. Ce ne sont pas des gens sadiques, ce ne sont pas des gens qui vont vous faire du mal pour le plaisir, mais ce sont des gens qui se sentent en danger. Et quand se sent en danger, on ne dégage pas des good vibes, de la bienveillance et de l'amour, tout simplement, et de joie. Donc, on ressent vraiment au contact de ces gens-là comme si on était face à un maître d'école sévère et froid. Alors évidemment, je suis dans la caricature, hein, parce qu'il y a des gens qui vont plus ou moins correspondre au profil que je suis en train de décrire. Hein. Ce sont des gens que vous pourriez trouver charmants, hein, et courtois, premier abord. Hein, donc voilà, faut vraiment prendre du recul par rapport à ce que je vous dis, parce que moi, je suis vraiment dans le tableau extrême. Et en fait, il y a des degrés pour chacune de ces personnalités. Hein, on est plus ou moins atteint par un trouble de la personnalité. Voilà, je pense que c'est très important de le préciser. Alors, comment on manage le méfiant? Eh bien, c'est quelqu'un, il faut faire attention à ses interprétations paranoïaques. Donc, pour éviter des interprétations paranoïaques, il faut être particulièrement clair, il faut éviter les ambiguïtés, les métaphores, tout ce qui est flou. Donc ça, faut éviter parce que ça va être anxiogène pour lui et ça va être sujet à interprétation erronée. Donc, il vaut mieux être très factuel, très clair, cohérent. Il faut donner du sens, expliquer pourquoi vous lui demandez quelque chose, hein, pour limiter ses interprétations paranoïaques. C'est quelqu'un, faut pas chercher à le raisonner, faut pas chercher à le moraliser, faut pas chercher à rentrer dans des débats d'idées avec cette personne-là pour lui faire changer d'idée, parce que vous n'allez faire qu'attiser sa méfiance. Donc, il faut éviter les rapports de force. Et le mieux que vous puissiez faire, c'est vraiment respecter les formes. Vous montrer courtois et professionnel. Hein, rester, entre guillemets, vraiment dans le rôle qui vous est dévolu dans l'entreprise. Et c'est tout. Hein, voilà. Donc, voilà pour le méfiant. Et on va parler du plus toxique d'entre tous. Vous l'attendiez tous, celui que j'appelle le prédateur. Alors, il a plusieurs noms celui-là. Les Anglais vont parler de sociopathe, les Américains vont parler de psychopathe. Les Américains les plus pointus sur le sujet vont identifier qu'il s'agit de la psychopathie dans sa forme primaire. Et d'autres Américains vont parler de comorbidité narcissico-machiavélique. Donc, vous voyez, il y a plusieurs tableaux. En réalité, ça correspond pile poil à ce que les psychanalystes appellent le pervers narcissique.
Je n'utilise pas l'expression pervers narcissique, ou je l'ai utilisée mais je ne l'utilise plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas d'études vraiment scientifiques sur ce profil, vu que ça vient de la psychanalyse et que la psychanalyse, ça n'existe pas dans plein de pays. Ça existe en France, en Amérique du Sud, mais il y a pas beaucoup de pays qui utilisent la psychanalyse. Donc, voilà la raison pour laquelle je fais attention. Mais en tout cas, ça correspond bien à ce profil-là. Qui correspondrait, alors là, c'est hyper dur aussi d'avoir des statistiques. C'est pour ça que j'ai mis plus ou moins, mais environ à 5,4% des managers. Très clairement, le narcissique dont je vous ai parlé tout à l'heure et le prédateur, donc le roi, tout à l'heure je vous ai parlé du roi et le prédateur, ce sont des personnes qui vont être de plus en plus représentées. Plus vous montez dans la hiérarchie, plus vous en aurez. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont manipulateurs, ils arrivent à convaincre de leur talent, de leur génie, de leurs compétences, et aussi parce qu'ils sont narcissiques, c'est-à-dire qu'ils y croient eux-mêmes, hein. Ils se croient supérieurs aux autres, et on sait bien que les croyances que l'on a sur soi-même sont contagieuses, hein, donc ça fait partie des clés de leur succès. Alors, je vais vous parler un peu oui, en politique, il y en a énormément, Valentine. Je vais vous parler du prédateur. En fait, tout ce que je vous ai dit sur le narcissique s'applique au prédateur. L'arrogance, la mégalomanie, l'égocentrisme, la surestimation de soi, l'absence la faible empathie, voire l'absence d'empathie. Mais avec lui, on est à un degré supérieur, et surtout, on a une petite touche de perversité en plus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être délibérément malveillant, parfois uniquement pour le plaisir. Donc on va retrouver ce qu'on appelle de la perversité, voire ce qu'on appelle du sadisme moral. D'accord? Donc, il est comme celui dont on a parlé tout à l'heure, le roi, mais il va vraiment transgresser n'importe quelle règle du moment que c'est bon pour lui. Il va agir immoralement. Alors pour lui, la morale, ça n'existe pas, hein. C'est pour les autres, hein. Pour lui, il y a les moutons d'un côté et les loups de l'autre. Il fait partie des loups et il se moque bien des moutons. Et la conscience morale, c'est pour les petits moutons comme vous et moi. Parce que lui agit en fonction de ce qui est utile et pas en fonction de ce qui est bien ou mal, parce qu'ils sont fous complètement de ce qui est bien ou mal. Donc c'est quelqu'un qui est charmeur, manipulateur, souvent décrit comme charismatique, pas tout le temps, menteur pathologique, il raconte tout et n'importe quoi, mais alors il va s'amuser à mentir vraiment, même pour des trucs qui n'ont absolument aucun intérêt. Vous verrez une attitude sans gêne, vous verrez qu'il se promène dans votre bureau comme s'il était dans son salon, il va toucher à vos objets, enfin voilà. Et il est cynique, il ricane, il se moque, il se moque beaucoup des autres. Vexé, humilié, c'est quand même un divertissement pour lui. Voilà. Alors, Eric, pourquoi les tests de personnalité sont-ils si peu mis en place pour éviter leur recrutement, voire leur ascension? Alors, très bonne question, Eric. Il faut que vous sachiez que les tests de personnalité qui sont utilisés au niveau du recrutement sont des tests qui sont, comment dirais-je, qui ne vont pas identifier ces dimensions-là. Ils vont identifier des types de personnalités saines, auxquels ces gens-là appartiennent, hein. C'est-à-dire que ces gens-là, ils peuvent, si vous connaissez le disque, ils peuvent avoir telle couleur, telle couleur, telle couleur. Si vous connaissez le processcom, ils peuvent appartenir à tel type, tel type, tel type. MBTI à tel type, tel type, tel type. Donc, ils vont rentrer dans ces cases-là. Mais ils ont aussi comme une autre couche de personnalité, qui est le trouble de la personnalité, qui, lui, n'est pas identifié par ces tests-là. Il existe en France, il y en a d'autres ailleurs, mais il existe en France un inventaire de personnalité qui existe d'ailleurs de par le monde, hein, mais en France, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, il y en a un
qui va identifier ces dimensions dysfonctionnelles. Mais déjà, il faut être psychologue pour être certifié et en fait, il est quasiment jamais utilisé. Moi, je suis certifiée à cet inventaire de personnalité et j'avais d'ailleurs un temps proposé à mes clients RH de comment dirais-je, de renforcer leur dispositif de recrutement et de promotion interne par l'identification de tendances de troubles de la personnalité. Mais c'est quand même encore très, très tabou. Et donc, ça a beaucoup de mal à se mettre en œuvre. Là où ça se met en œuvre, ça va être pour le recrutement de pilotes à Air France, le recrutement de gendarmes lorsqu'ils montent en niveau de calibre d'armes. C'est-à-dire que pour accéder à des calibres d'armes plus importants, il faut quand même qu'on vérifie que vous n'êtes pas atteint d'un trouble de la personnalité narcissique ou prédateur, vous voyez, ou paranoïaque, parce que sinon vous risquez d'en faire un mauvais usage. Donc il y a certains secteurs d'activité comme ça, avec des métiers particulièrement à risque, qui vont utiliser ces grilles-là, mais c'est vraiment rare. C'est vraiment encore assez rare en France. J'avais aussi rencontré quelqu'un dans la haute joaillerie qui m'expliquait qu'il travaillait à côté de coffres, dans ces coffres, il y avait des millions de pierres précieuses, or et platine en tout genre. Donc, les gens qui travaillaient dans cet endroit, bah, c'était quand même pas mal de voir qu'ils n'étaient pas prédisposés à la transgression et voilà, enfin, je pense que ça vous paraît assez évident, mais dans les grandes entreprises classiques, entre guillemets, hein, si toutefois ça existe, mais il y a effectivement pas l'identification de ces troubles au moment du recrutement. Quelle grille ou test utilisez-vous Alors moi, personnellement, j'utilise plusieurs outils. J'utilise pour des grilles d'identification des personnalités, j'utilise essentiellement le Processcom. Et pour les tendances, les troubles de la personnalité, je renforce avec le TD12. Voilà. Est-ce que c'est clair tout ce que je vous raconte? Parce que je vois que je parle très vite, parce que j'ai encore vachement de trucs à vous dire et je vois qu'il est 13h47. Et c'est horrible parce que je pense que je vais arriver à 14h sans avoir pu répondre à vos questions. Comme d'habitude, je digresse. Et voilà. Bah, comment manager ces personnes, Valentine? J'y arrive. En fait, la première chose face à ces personnes-là, c'est de chercher à s'en protéger. Ça doit être votre priorité. Alors, pour vous en protéger, prenez vos distances. Vos distances déjà physiques, c'est-à-dire favoriser les écrits plutôt que l'oral, ne le recevez pas seul en entretien. La distance, elle doit être aussi psychologique. Ça veut dire quoi? Lâcher prise, n'attendez aucune reconnaissance de sa part, n'attendez aucune sympathie, ne cherchez pas à le séduire vous-même, ne lui confiez pas d'informations personnelles. N'en attendez rien en termes de complicité, de fiabilité. Voilà. Donc ça, c'est aussi prendre des grandes distances psychologiques et communiquer de façon factuelle et formelle. Ces conseils que je viens de vous donner s'ajoutent à ceux que je vous ai déjà donnés pour le narcissique, car on a vu que c'est un narcissique, mais qui a en plus d'autres caractéristiques comme le machiavélisme, la perversité. Voilà. Donc j'avance et maintenant ce que je vous propose de vous présenter, c'est le dernier point. Comment retrouver votre bien-être et votre efficacité ainsi que ceux de vos collaborateurs? Et pour répondre à cette question, j'ai choisi de vous présenter un cas client. Donc comme ça, ce sera très concret pour vous. Alors, mon cas client est le suivant. Le contexte est le suivant. Donc, ma cliente Laurence, RH, vient me voir. Elle est directrice du talent management dans une grande entreprise. Nathalie est venue la voir. Elle est directrice de projet. Nathalie a signalé des comportements problématiques de la part de l'un de ses managers.
Donc elle est, heu, N+1 du manager en question qui s'appelle, Eric. Évidemment, vous pensez bien que j'ai changé les prénoms. Eric est le manager, et il est décrit comme une personne rigide, colérique, manquant, d'écoute, tatillon et surcontrôlante. Donc le contexte est celui-ci, on me décrit que la collaboration, est vécue comme très difficile avec Eric, par, Nathalie. Hein, Nathalie vit très difficilement cette, collaboration. Ouais, Eric, j'ai vu votre commentaire. Les 5 membres de l'équipe d'Eric, eux, montrent très clairement des symptômes de souffrance, psychologique. Donc il faut agir et il faut agir, vite, hein, parce que le temps joue, contre les membres de l'équipe, dans ces situations-là. Donc la finalité de la prestation est de permettre au N-1 d'Eric, à Eric et à Nathalie, sa N+1, de retrouver bien-être et efficacité. Alors qu'est-ce que j'ai, proposé? Premièrement, une première étape d'investigation. C'est-à-dire l'idée, c'est de comprendre la dynamique relationnelle qui existe au sein de l'équipe. Moi, je ne vais pas me jeter sur ce qu'on m'a dit en considérant que c'est vrai, parce que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Donc, Laurence et moi-même avons, reçu en entretien individuellement, chacun des N-1. Nous avons également reçu Nathalie et nous avons reçu Eric, donc individuellement pour avoir leur perception, leur recueil de faits et cetera. Nous avons, posé, les diagnostics suivants. Eric adopte des comportements très typiques, de la personnalité perfectionniste. Je ne suis pas en train de vous dire que je fais un diagnostic, heu comme, en vous certifiant que j'ai raison à 100. Je suis en train de vous dire que c'est l'hypothèse de travail. Nathalie, elle, reconnaît un manque d'affirmation de soi qui, là, s'est fait, cruellement, ressentir et les N-1, présentent des des risques psychosociaux. Ils sont particulièrement stressés et démotivés. Donc, je propose, les interventions suivantes. Pour Eric, ce que j'ai proposé, c'est donc de l'aider à lâcher prise et à gérer ses émotions et de aider à développer son écoute active. Heu en termes d'intervention, j'ai proposé une formation individuelle de 6 modules d'1 h 30 chacun, répartis sur 2 mois, hein. Donc vraiment là, on est sur de la formation qui est plus indiqué par rapport à ce profil de personnalité que du coaching individuel dont il aurait, du mal à se faire le bon client. Donc il vaut mieux être sur de la formation individuelle. Victoire, vraiment comme de la formation, mais en individuel. Là, il faut vraiment apporter de la technique pour qu'il puisse l'utiliser s'il s'en sent capable, s'il le souhaite, s'il est motivé à changer. Mais le coaching n'est pas forcément indiqué où, vous allez faire, 3 ou 4 fois ou 5 fois plus d'heures pour un résultat beaucoup moins bon que pour d'autres profils. D'où l'importance de quand même savoir identifier le profil. Les résultats, on a constaté une amélioration et surtout de sa part un peu de recul et de mieux-être. Toutefois, Eric et son RH ont convenu de sa mobilité vers une nouvelle fonction sans management d'équipe. Pour Nathalie, Nathalie avait besoin de renforcer son affirmation de soi. Eh bien, il a été convenu, que je l'accompagne sur 10 séances d'1 h 30 chacune, réparties sur 5 mois, dans cet objectif. Résultat, Nathalie se sent beaucoup plus à l'aise pour dire les choses. Elle a gagné en assurance. Elle a pris conscience de sa part de responsabilité dans la situation, parce qu'on a tous une part plus ou moins importante dans les situations délétères, dans les situations toxiques. Elle s'est rendue compte qu'effectivement, elle avait peut-être pas suffisamment, n'était pas suffisamment intervenue, et au bon niveau. Et elle a appris comment gérer ce type de problématique et ce type de personnalité, peut-être avec plus d'efficacité à l'avenir. Concernant les membres de l'équipe,
L'objectif était de favoriser, la résilience de l'équipe et la protection de sa santé mentale dans les relations de travail. Autant vous dire qu'ils étaient particulièrement motivés. Donc l'idée, c'était de leur proposer des ateliers que j'ai appelés «Être acteur de sa résilience». Donc 5 ateliers de 2 heures chacun qui ont été répartis tous les 3 mois, sur 3 mois, pardon, sur 3 mois. Les résultats, donc les membres de l'équipe ont développé une résilience accélérée, donc l'idée, c'était d'accélérer le processus de résilience. Oui, c'est moi qui ai réalisé toutes ces prestations, Christelle. Merci pour votre question. Avec uniquement les N-1 ou bien un manager avec tout le monde. Parce que comme j'avais une vision globale et j'avais bien compris le système, ça me permettait de proposer des interventions, bien calibrées. Et puis je savais de quoi, en écoutant les personnes, je savais de quoi elles parlaient, du fait de pas arriver comme un cheveu sur la soupe, c'est toujours aussi le souci, c'est quand on arrive comme un cheveu sur la soupe, on n'a pas le recul et c'est difficile d'avoir des interventions, puissantes et pertinentes. Parce qu'on prend pour argent comptant tout ce qu'on nous dit et on n'a pas les différentes versions, on n'a pas la compréhension, du système global. Donc on est un peu vite trop aussi du côté de ceux qui sont les gentils contre les méchants, alors que tout est toujours, enfin, généralement les situations sont plus compliquées que ça. Donc je termine sur ce point. Donc les membres de l'équipe ont développé, donc leur résilience, ont appris à être acteurs de leur résilience, ont appris à se restaurer et ont appris à protéger, leur santé mentale dans, les relations toxiques, à venir. Et ces ateliers ont également permis de rebâtir un esprit d'équipe, de renforcer la solidarité, et de redonner du sens à leur engagement. Hein, l'idée, c'était de rebâtir un collectif, de recréer de la confiance, et de faire quelque part de cette, douloureuse, épreuve une opportunité de croissance. Voilà. Donc ça a été mon intervention. Au travers de ce que je viens de vous décrire, finalement, je vous ai, montré que, il vaut mieux, déjà toujours savoir où on va, questionner l'ensemble des acteurs, proposer des interventions sur mesure pour chacun des acteurs, en fonction, de leur, profil de personnalité, de leurs besoins, de leurs attentes, de leur motivation à changer, du degré d'urgence, et cetera. Donc il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte pour proposer une intervention qui sera juste, qui sera pertinente, qui sera efficace. Mais il y a des choses à faire et pour, traiter ces situations-là avec, efficacité. Alors, Marthe, comment a réagi Eric lors de votre diagnostic? Était-il réfractaire? Alors, déjà, je fais attention avec le mot diagnostic. C'est vrai que je vais, moi, j'ai mon intime conviction qu'on était sur un profil perfectionniste, mais je ne vais pas lui dire: «Vous, souffrez d'un trouble, de la personnalité anancastique». Je vais, rester sur les éléments, factuels et de dire qu'effectivement, son comportement avait été, ressenti comme, trop contrôlant, trop autoritaire, trop rigide, et que, pour qu'il puisse avoir des relations aux autres, plus, coopératives, plus sereines, plus efficaces, il convient de travailler donc sur sa propre gestion des émotions, son propre lâcher-prise, ses propres capacités d'écoute. Après, si la personne, elle est cliente et elle dit: «Oui, j'en suis consciente et je pense que ça peut être utile pour moi», eh bien, on met en place quelque chose. Si la personne, il y a certains profils qui ne sont pas, ouverts à la remise en question personnelle et parce qu'ils ne le peuvent pas, tout simplement. Le narcissique, enfin le roi, le prédateur, le méfiant, ils vont être, ah, très très peu prédisposés à la remise en question. Donc auquel cas, vous proposez même pas de formation, hein. Vous voyez, c'est vraiment selon aussi la personnalité, selon le degré d'adhésion de la personne à ce que vous lui, renvoyez, que vous pouvez envisager une action, hein.
Transmettez-vous des synthèses d'analyse aux dirigeants? Non, parce que, moi ce qui sera transmis, c'est, lorsque j'interviens, je vais donner parfois des fiches aux gens, je vais dans les coachings individuels, dans les formations, de la documentation pédagogique, dans les ateliers, mais non, rien, sur les aspects, diagnostiques. Voilà. Eh bien, moi aussi, je dois vous laisser. Merci pour vos participations, merci pour votre attention. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. Et oui, je vais mettre ce webinaire en replay sur ma chaîne YouTube, où vous aurez d'ailleurs de nombreux autres webinaires si ces thèmes vous intéressent. Voilà. J'arrive pile à 14 heures. Désolée, je n'ai pas pu échanger sur vos cas plus personnels, mais peut-être que certains d'entre vous auront réservé un rendez-vous pour qu'on puisse en parler. En tout cas, je vous souhaite une agréable fin de semaine et beaucoup de sérénité et d'efficacité pour vous et pour les gens qui vous entourent dans vos activités professionnelles. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une agréable après-midi. Au revoir.